3. Topographie d'Italie. Les grands plans d'Italie septentrionale, comprise entre les Alpes qui les séparent de la France, de la Suisse et de l'Allemagne. Entre les Apennins qui les séparent des Gênes et de la Toscane, et entre l'Adriatique composant la vallée du Pô, les vallées qui se jettent dans l'Adriatique au nord du Pô et les vallées qui se jettent dans l'Adriatique au midi du Pô. Toutes ces vallées ne sont séparées par aucune colline, de sorte que toutes les eaux pourraient se communiquer facilement si c'était nécessaire. Elles forment une des plaines les plus fertiles et les plus grandes, les plus riches du monde, couvertes de villes opulentes et d'une population de 8 à 10 millions d'individus. Cette immense plaine comprend les Piémont, la Lombardie, Parma, les Sens modernes, Bologne, Ferrare, la Romagne et les pays vénitiens. 4. Vallée du Pô. Le Pô prend sa source au mont Viso et reçoit successivement sur sa gauche à Turin la Doua qui descend du mont Genèvre. Un peu au-dessus à Chivasso, la Doria Poltia qui vient du Grand Saint-Bernard. Entre Casale et Valence, la Césia à Pavie, le Tessin qui descend du lac Majeur et des hauteurs du Simplon près du Borgo Forte, l'Oglio venu du lac d'Iseo près du Governolo, les Montsio venu du lac de Garda. Le Pô reçoit à sa rive droite tous les affluences des Apennins, de Ténéré au-dessus de Valence et d'Alexandrie, la Scrivia au-dessus de Tortone et de Castelnuovo, la Trevia au-dessus de Plaisance, le Taro au-dessus de Casalvejar, les Crostolo près de Gostala, le Secchia près de Saint-Benedetto, les Padaro et les Reno dans les environs de Ferrare. Enfin, ils se jettent dans l'Adriatique 30 000 au-delà de Ferrare par plusieurs bouches. Ce fleuve est une espèce de mer par la grande quantité de rivières qu'il reçoit dans toutes les directions. Il est élevé au-dessus du sol et se trouve encadré par des digues, de sorte que les plus belles contrées d'Italie, comme la Hollande, se trouvent dérobées par artifice à l'invasion des eaux. Il y a peu ou point de sollicitude à prendre sur les cours des affluents de la rive gauche. La nature s'y exerce son inconvénient. Ainsi, la Doria Ventia, le Tessin, la Da, entrant dans le Pô, sont causés d'embarras. Il n'en est pas ainsi des affluents de la rive droite depuis le Ténéré. Toutes les rivières sont sujettes à des grands désordres et donnent lieu à de grandes questions hydrauliques. Il faut chaque année hausser les digues parce que les pays limitrophes, surtout Parme, Modène, Bologne, Ferrare, éprouvent de fortes inondations. Ce sont ces perpétuelles difficultés de la nature qui ont rendu les Italiens si habiles dans la science hydraulique. Les ingénieurs de ce pays ont poussé plus loin que partout ailleurs cette branche importante de nos connaissances. Les affluents des deux rives du Pô différentes encore en ce que tous ceux de la rive gauche sont presque toujours navigables et presque jamais
skiable, tandis que ceux de la rive droite ne sont jamais navigables et se trouvent presque toujours guiables. Les uns sont des rivières, les autres ne sont que des torrents. Ici finit la partie de ce chapitre. Je regrette d'autant plus de ne le voir pas dans son antérieur, qui se trouve l'énumération méthodique de tous les moyens de défense de l'Italie contre l'Autriche, morceau que l'empereur lui-même n'hésitait pas à dire très beau et de voir demeurer classique peu le métier, tant que la forme et le détail physique de la péninsule, disait-il, ne seront point bouleversés. Du reste, on les trouvera infailliblement dans l'ouvrage complet des campagnes d'Italie. Jeudi 1er février. La philosophie la plus heureuse et la plus sage est celle qui nous fait voir parfois le côté des moins défavorable des circonstances les plus fâcheuses. L'empereur en cet instant, sans doute dans ce sentiment, nous disait en se promenant au fond du jardin qu'auprès tout exil peu exil. Sainte-Hélène était peut-être encore la meilleure place. Dans les latitudes élevées, nous aurions eu beaucoup à souffrir des rigueurs du froid, et nous aurions expiré misérablement sous l'ardeur brûlante de toute autre île du tropique. Le rocher de Sainte-Hélène continuait-il était stérile, sauvage sans doute. Le climat y était monotone, insalubre, mais la température, il fallait en convenir, était agréable et douce. La conversation l'amenait à me demander ce qui eût été préférable de l'Amérique ou de l'Angleterre, dans le cas où nous eussions été libres de nos mouvements. Je répondais que si l'empereur avait voulu vivre en philosophe, en sage, dont le repos est loin de s'armer de l'agitation du monde et aurait fallu choisir l'Amérique, mais peu qu'il eût conservé le sentiment ou l'arrière-pensée des affaires, il eût fallu préférer l'Angleterre. Et ne voulant pas rester en arrière sur la peinture flatteuse, ce que l'empereur venait de tracer de notre misérable rocher. J'osais même dire qui pourrait être tâchant, ce qui faisant que Sainte-Hélène ne se serait pas trouvé le pire des asiles. Nous y demeurions à l'écart quand la tempête rugissait pour les autres. Nous y trouvions hors de l'atmosphère des passions circonstances favorables aux chances possibles d'un milieu à venir. C'était assurément un grand désir de voir en beau. Je reculais l'horizon de toute l'étendue de l'imagination. En attendant, on peut se faire une juste idée de l'état de notre île et de ses ressources. Il nous a été dit dans la journée que nous devions mettre de l'économie dans plusieurs de nos consommations, peut-être même nous attendre à en faire le sacrifice momentané. On nous a dit que le café devenait extrêmement rare et qu'il pourrait manquer bientôt. Depuis longtemps, nous n'avons plus de sucre blanc. Il n'en reste plus aujourd'hui que fort peu et très mauvais, destiné exclusivement pour la personne de l'empereur, et nous sommes menacés de le voir bientôt finir. Il en est de même de plusieurs autres productions essentielles. Notre île est un vaseau qui tient
la mer. Il manque bientôt si la traversée se prolonge ou si on le surcharge des bouches entre mesures. Nous avons suffi peu affamer son talent, d'autant plus que les bâtiments des commerces ne pouvant désormais en approcher. On dirait que ce lieu est devenu pour eux une écueil maudit et redouté si l'on ne savait que la croisière anglaise donne ses soins à les tenir éloignés. Mais ce qui est dans les privations dont nous sommes menacés nous a surpris davantage et nous affecterait le plus. C'est le manque de papier. On nous a dit que depuis 3 mois que nous étions ici, nous avions épuisé le magasin de la colonie, ce qui prouverait qu'ils sont d'ordinaire légèrement fournis, ou bien que nous en faisons une furieuse consommation. Notre seule réunion à Longwood, on emploierait donc à elle seule 6 ou 8 fois plus que tout le reste de la colonie ensemble. Qu'on joigne à ces détails matériels nos privations physiques et morales, qu'on se dise que nous ne jouissons pas même des ressources de l'île, dont l'arbitraire et le caprice nous privons en partie. On nous y refuse l'herbe et le feuillage qui se trouvent dans d'autres sites éloignés de Longwood. L'admiral avait promis à l'empereur qu'il pourrait circuler par toute l'île, parce qu'il pourvoirait à une surveillance que les captifs soupçonneraient à peine. On avoue que la seconde épreuve, l'admiral avait rompu cette espèce d'engagement. Un officier par ses ordres a prétendu amener avec nous. L'empereur a renoncé dès lors à toute excursion et nous demeurons séquestrés réellement du commerce des hommes. Notre vie animale est des plus misérables, soit impossibilité d'être mieux, soit mauvaise administration à cet égard. Toutefois, est-il certain qu'à peine est-il rien de mangeable? Le vin est des plus mauvais. On ne saurait employer l'huile. Je viens de dire que le café et le sucre manquent et que nous affamons l'île. On sait bien qu'on peut se passer de tout, qu'on pourrait ne pas mourir, à beaucoup moins. Mais quand, après tant de nous traiter avec magnificence et nous persuader que nous sommes très bien, on nous amène à nous récrier que nous sommes très mal et manquons de tout, et si l'on avisé de se poser sur notre silence, que nous sommes heureux, qu'on apprenne du moins que la seule force de notre morale peut nous faire résister à des mots que les expressions ne sauraient rendre. Mon fils depuis longtemps souffrait de la poitrine. Il avait de fortes palpitations. J'ai réuni 3 chirurgiens. Ils l'ont condamné à la saignée. C'est de reste en ce moment chez les Anglais le remède en faveur, la panacée universelle. Ils l'employons pour tout et pour rien. Ils rient de notre étonnement, nous, pour qui ce système était nouveau. Vers le milieu du jeu, nous avons fait un tour en calèche. Au retour de la promenade, l'empereur s'est fait amener un cheval qu'on venait d'acheter. Il était fort beau et d'une jolie tournure. Il a fait essayer, l'a trouvé fort bien et me l'a donné à l'instant même, avec une bonté toute particulière. Je ne peux en faire usage. Il s'est trouvé vicieux et il a passé alors au général Gorgo, mieux écuyer que moi.